Avant d'entrer dans le cœur du sujet, il est important de rappeler le contexte dans lequel cette affaire surgit. Depuis plusieurs années, la question de la santé du président Paul Biya revient régulièrement dans le débat public, souvent alimentée par des rumeurs, des absences prolongées ou des déplacements à l'étranger, notamment en Europe. Dans un pays où la communication officielle autour de l'état de santé du chef de l'État reste très limitée, chaque information, chaque image, chaque déclaration peut rapidement prendre une dimension nationale, voire politique. La question de la succession, elle aussi, est souvent évoquée en toile de fond sans jamais être officiellement abordée. C'est dans ce climat déjà sensible qu'un message publié sur les réseaux sociaux est venu créer une onde de choc. Selon le texte qui circule actuellement, attribué à Brenda Biya, la fille du président, une déclaration particulièrement directe aurait été faite. Une phrase courte mais extrêmement lourde de sens, Paul Biya est en train de mourir, point final. 7 mots. Mais 7 mots qui, dans le contexte camerounais, résonnent comme un véritable séisme. D'après ce contenu, ce message ne s'inscrit pas dans une communication officielle, mais plutôt dans une prise de parole personnelle, sur fond de tension, de malaise et de dénonciation. Ce qui rend la situation encore plus complexe, c'est le mélange entre une supposée révélation sur l'état de santé du président et un discours beaucoup plus personnel. Toujours selon ce récit, Brenda Biya ne se contente pas d'évoquer son père. Elle se décrit également comme étant au centre d'une pression intense. Elle parle d'une forme de trac, d'une volonté de la réduire au silence, voire de la détruire publiquement. Dans ses propos relayés, elle évoque une mise à mort sociale. Elle affirme que certaines personnes chercheraient à lui retirer son influence, mais aussi l'affection du public. Ce sont des mots forts qui traduisent un sentiment de conflit profond, possiblement au sein même des cercles proches du pouvoir. Elle parle aussi de peur. Une peur liée à sa liberté, à sa santé et même à son avenir. Le texte mentionne qu'elle craint de finir dans la misère après ce qu'elle décrit comme une année particulièrement difficile, allant jusqu'à employer le terme de torture. À ce stade, il est essentiel de rappeler que nous sommes face à des propos relayés sur les réseaux sociaux. Ils doivent donc être abordés avec prudence, surtout lorsqu'ils concernent des sujets aussi sensibles que la santé d'un chef d'État et des tensions internes au sommet du pouvoir. Mais ce qui rend cette situation encore plus marquante, c'est le silence des autorités. Alors que les réseaux sociaux s'emballent, aucune communication officielle n'est venue confirmer ou infirmer ces déclarations. Le palais d'Etoudi, siège de la présidence, n'a pas réagi publiquement au moment où ces propos ont commencé à circuler. Et dans un contexte comme celui du Cameroun, ce silence n'est jamais neutre. Il peut être interprété de plusieurs manières. Pour certains, il s'agit simplement d'une stratégie classique, ne pas donner d'importance à une déclaration personnelle. Pour d'autres, ce silence peut renforcer les interrogations, voire alimenter les spéculations. Parce que lorsqu'une information aussi grave circule, l'absence de réponse officielle laisse un vide. Et ce vide est rapidement comblé par des hypothèses, des analyses, parfois même des rumeurs. Autre élément mentionné dans le texte, un éventuel déplacement du président vers Genève dans une clinique privée pour des raisons de santé. Là encore, il s'agit d'une information qui circule, mais qui n'est pas accompagnée, dans ce cadre précis, de confirmation officielle accessible. Et c'est précisément ce mélange entre éléments personnels, supposées révélations et absence de communication officielle qui transforme cette affaire en sujet explosif. Parce qu'au-delà des mots, il y a les implications. Si une telle déclaration était confirmée, elle poserait immédiatement la question de la stabilité du pouvoir, de la continuité de l'État et bien sûr de la succession. Mais à ce stade, rien ne permet d'affirmer avec certitude que ces propos reflètent une réalité médicale officielle. Il faut donc faire très attention à ne pas confondre émotion, perception et faits établis. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que cette sortie, vraie ou exagérée, met en lumière quelque chose de plus profond, l'existence de tensions, de fractures ou au minimum d'un malaise au sein de l'entourage du pouvoir. Lorsque des déclarations de cette nature émergent, surtout venant d'une personne aussi proche du chef de l'État, cela attire forcément l'attention. Et cela dépasse largement le cadre d'un simple message sur les réseaux sociaux.
On entre alors dans une zone où le personnel et le politique se mélangent. Et c'est là que l'analyse devient essentielle. À partir de ce point, il faut dépasser le choc initial des mots et essayer de comprendre ce que ce type de sortie implique réellement dans un contexte politique comme celui du Cameroun. Quand une déclaration aussi sensible est attribuée à une personne proche du sommet de l'État, la première réaction est souvent émotionnelle. Mais très vite, une autre dimension prend le dessus, la lecture politique. Parce que ce genre de message, qu'il soit spontané, réfléchi ou même mal interprété, ne reste jamais isolé. Il s'inscrit dans un environnement où chaque parole peut être perçue comme un signal. Dans le cas présent, si l'on se base sur le contenu relayé, on observe deux niveaux de discours qui s'entremêlent. D'un côté, une affirmation directe sur l'état de santé du président. De l'autre, une dénonciation de pression, de menaces et de conflits internes. Ce mélange n'est pas anodin. Il peut être interprété comme une forme de cri personnel, mais aussi comme un message indirect adressé à certains acteurs du système. Et c'est là que les choses deviennent plus complexes. Dans de nombreux régimes où le pouvoir est fortement centralisé, les luttes d'influence ne se passent pas toujours sur la scène publique. Elles se jouent souvent en coulisses, à travers des alliances, des rivalités, des repositionnements. Et parfois, ces tensions finissent par apparaître au grand jour de manière inattendue. Si l'on suit cette logique, la sortie attribuée à Brenda Biya peut être perçue non seulement comme une expression personnelle, mais aussi comme le reflet de tensions plus profondes au sein de l'élite au pouvoir. Quand elle évoque des tentatives de la détruire publiquement ou de lui faire payer le prix fort, cela soulève une question importante. De qui parle-t-elle exactement? Est-ce une perception personnelle amplifiée par un contexte difficile? Ou bien une référence à des conflits réels entre différents cercles d'influence? À ce stade, il est impossible de trancher avec certitude. Mais le simple fait que ces propos existent et circulent suffit à alimenter les spéculations. Un autre point mérite attention, le timing. Pourquoi maintenant? Dans le texte que tu as fourni, il est question d'un possible déplacement du président vers Genève pour des raisons de santé. Même si cette information n'est pas confirmée officiellement dans ce cadre, elle s'inscrit dans une perception déjà présente dans l'opinion, celle d'un chef d'État vieillissant, dont la santé fait régulièrement l'objet de discussions. Dans ce contexte, une déclaration aussi directe vient amplifier toutes les interrogations existantes. Et c'est là que la question de la succession revient au centre du débat. Depuis plusieurs années, elle est évoquée de manière informelle, parfois évitée dans les discours officiels, mais bien présente dans les esprits. Qui après Paul Biya? Dans quelles conditions? Avec quelle garantie de stabilité? Ce sont des questions lourdes et aucune réponse claire n'a été donnée jusqu'à présent. Alors forcément, lorsqu'un élément, même non confirmé, semble pointer vers une fragilité du pouvoir en place, cela déclenche une vague d'analyse, d'hypothèses et parfois de projections. Mais il faut faire attention à un piège classique, transformer une déclaration en preuve. Le fait qu'un message circule, même s'il est attribué à une personne proche du pouvoir, ne suffit pas à établir une réalité politique ou médicale. C'est ici que le rôle des réseaux sociaux devient central. Aujourd'hui, une publication peut faire le tour du pays en quelques minutes. Elle peut être reprise, modifiée, amplifiée. Et à chaque étape, elle gagne en impact. Mais ce gain d'impact ne s'accompagne pas toujours d'un gain en fiabilité. Au contraire, plus une information circule rapidement, plus le risque de déformation augmente. Des phrases peuvent être sorties de leur contexte, des intentions peuvent être interprétées et des conclusions peuvent être tirées sans base solide. C'est pour cela qu'il est essentiel de garder une certaine discipline dans la manière de consommer ce type de contenu. Dans le cas que nous analysons, plusieurs éléments restent incertains. L'authenticité exacte des propos dans leur forme originale, le contexte complet dans lequel ils ont été tenus et leur correspondance avec une situation réelle confirmée. Cela ne veut pas dire qu'il faut ignorer l'information. Mais cela signifie qu'il faut la traiter avec méthode. Il faut aussi parler de l'impact sur l'opinion publique. Une déclaration comme celle-ci peut créer un climat de tension, d'inquiétude, voire de confusion. Dans un pays où la stabilité politique est un enjeu majeur, ce type de contenu peut influencer la perception collective, même sans confirmation officielle. Certaines personnes peuvent y voir un signal d'alerte, d'autres une manipulation, d'autres encore une simple exagération.
Et c'est précisément cette diversité d'interprétation qui rend la situation sensible. Parce qu'au final, ce n'est pas seulement l'information en elle-même qui compte, mais la manière dont elle est reçue, comprise et relayée. C'est pour cela que l'analyse doit rester prudente. Il ne s'agit pas de nier l'importance du sujet, ni de minimiser les propos rapportés. Mais il s'agit de rappeler que dans un environnement aussi complexe, la précipitation peut conduire à des conclusions erronées. Et dans certains cas, ces conclusions peuvent avoir des conséquences bien réelles. Pour comprendre ce type de situation, il faut maintenant entrer dans un terrain plus subtil, celui de la manipulation de l'information et des stratégies d'influence. Aujourd'hui, l'information n'est plus seulement un outil pour informer, elle est aussi devenue un instrument de pouvoir. Dans de nombreux contextes politiques, économiques ou sociaux, la manière dont une information est diffusée peut être aussi importante que l'information elle-même. On ne parle plus seulement de vérité ou de mensonge, mais de narration. Créer une narration, c'est orienter la manière dont un événement est perçu. Et cela peut passer par plusieurs mécanismes. Le premier, c'est le choix des mots. Dans le texte que tu as fourni, certaines expressions sont particulièrement fortes. Il est en train de mourir, mise à mort sociale, plan maléfique, année de torture. Ce sont des termes qui marquent, qui frappent l'imaginaire, qui provoquent une réaction immédiate. Mais ces mots posent aussi une question. Décrivent-ils une réalité factuelle ou une perception émotionnelle? Parce qu'en matière d'influence, l'émotion est un levier extrêmement puissant. Une information qui suscite de la peur, de la colère ou de la compassion a beaucoup plus de chances d'être partagée qu'une information neutre. C'est le deuxième mécanisme, l'amplification émotionnelle. Plus un message touche les émotions, plus il circule vite. Et plus il circule, plus il semble crédible, même sans preuve solide. Le troisième mécanisme, c'est l'effet d'autorité. Ici, le fait que les propos soient attribués à Brenda Biya joue un rôle clé. Ce n'est pas une personne anonyme. C'est quelqu'un qui, par sa position, est perçu comme proche du pouvoir, donc potentiellement bien informé. Et c'est exactement ce qui renforce l'impact du message. Mais attention, proximité ne signifie pas automatiquement exactitude. Même une personne proche d'un centre de décision peut s'exprimer sous le coup de l'émotion, de la frustration ou d'un conflit personnel. Et dans ce cas, ces propos reflètent davantage un ressenti qu'une réalité vérifiée. Quatrième mécanisme, le timing stratégique. Une information diffusée à un moment précis peut avoir un impact beaucoup plus fort. Par exemple, lorsqu'il y a déjà des interrogations sur la santé de Paul Biya ou lorsque le climat politique est incertain, une déclaration comme celle-ci agit comme un catalyseur. Elle ne crée pas forcément le doute, elle l'amplifie. Et c'est là qu'on entre dans une zone délicate, celle de la frontière entre signal réel et fausse alerte. Alors, comment faire la différence? Un signal réel repose généralement sur plusieurs éléments convergents. Il y a des sources indépendantes, des confirmations croisées, parfois des indices visibles ou des documents vérifiables. Une fausse alerte, elle, repose souvent sur une seule source ou sur une chaîne de reprises qui tournent en boucle sans apporter de nouvelles preuves. Dans le cas que nous analysons, il faut reconnaître que nous sommes face à un signal faible mais amplifié. Faible parce qu'il repose principalement sur un contenu relayé, sans confirmation officielle accessible dans ce cadre. Amplifié parce qu'il touche à des sujets sensibles, la santé d'un chef d'État, les tensions internes, la succession. C'est cette combinaison qui crée l'impression d'urgence, mais une impression n'est pas une preuve. Autre élément clé pour distinguer le vrai du faux, la cohérence dans le temps. Une information fiable a tendance à se maintenir, à être confirmée ou précisée avec le temps. Une information fragile, au contraire, peut disparaître, changer de forme ou être contredite. Il est donc important de ne pas tirer de conclusions immédiates. Observer l'évolution d'un sujet sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, permet souvent d'y voir plus clair. Il faut aussi se méfier d'un autre phénomène, la récupération. Une information, même incertaine, peut être utilisée par différents acteurs pour servir leurs propres intérêts. Certains peuvent l'exploiter pour critiquer, d'autres pour défendre, d'autres encore pour détourner l'attention d'un autre sujet. Dans ce cas, l'information devient un outil dans un jeu plus large. Et c'est pour cela que l'analyse doit rester indépendante. Sur Cameroun Web Analyse, l'objectif n'est pas de prendre parti, mais de décoder ces mécanismes. Comprendre comment une information se construit, comment elle circule et comment elle influence.
Parce qu'au final, la vraie question n'est pas seulement est-ce que c'est vrai, mais aussi pourquoi cela circule-t-il de cette manière et qui a intérêt à ce que ce soit perçu ainsi. Ce sont des questions essentielles si l'on veut éviter d'être simplement spectateur de l'information. Pour conclure cette analyse, il faut revenir à l'essentiel, la différence entre ce qui est dit, ce qui est compris et ce qui est réellement établi. Dans des contextes aussi sensibles que celui-ci, une information ne vit jamais seule. Elle s'inscrit dans un environnement déjà chargé d'attentes, de tensions et parfois de méfiance. Et c'est précisément ce terrain-là qui favorise la circulation rapide des récits non vérifiés. Le cas évoqué ici, attribué à Brenda Biya, illustre parfaitement ce phénomène. Une déclaration courte, très forte et immédiatement amplifiée par les réseaux sociaux devient en quelques heures un sujet national. Mais une amplification n'est pas une validation. C'est un point fondamental à retenir. Dans l'analyse de ce type d'information, il faut toujours distinguer 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le contenu brut, ce qui est écrit ou dit. Le deuxième niveau, c'est la diffusion. Comment cela circule et à quelle vitesse. Le troisième niveau, c'est la vérification, ce qui est confirmé de manière indépendante. Dans beaucoup de cas, c'est le deuxième niveau qui domine les débats. On parle plus de la viralité que de la véracité. Et cela peut créer une illusion collective de vérité. Or, dans le cas présent, nous avons un sujet particulièrement sensible, l'état de santé supposé de Paul Biya, les tensions internes évoquées et les implications politiques potentielles. Ce sont des sujets qui, par nature, exigent un haut niveau de prudence. Parce que derrière chaque information de ce type, il y a des conséquences possibles sur l'opinion publique, sur la stabilité perçue des institutions et même sur les relations entre différents acteurs politiques et sociaux. C'est pour cela qu'il est essentiel de rappeler un principe simple mais souvent oublié. Une information non confirmée reste une information non confirmée, peu importe le nombre de fois où elle est partagée. Un autre élément important à retenir concerne le rôle du temps. Avec le temps, les informations se clarifient. Certaines sont confirmées, d'autres corrigées, d'autres encore totalement abandonnées. Le temps est souvent le meilleur filtre de la vérité. C'est pourquoi il est risqué de tirer des conclusions définitives sur la base d'un seul message, d'une seule publication ou d'un seul témoignage circulant en ligne. Dans cette affaire, plusieurs zones d'ombre persistent. Et tant qu'elles ne sont pas éclaircies par des sources fiables et indépendantes, la prudence doit rester la règle. Mais au-delà de ce cas précis, il y a une leçon plus large. Nous vivons dans une époque où chacun peut publier, commenter et partager de l'information instantanément. Cela donne une puissance immense à la parole individuelle, mais aussi une responsabilité énorme. Parce qu'une information partagée sans vérification peut devenir, en quelques heures, une vérité pour des milliers de personnes. Et une fois installée dans l'opinion publique, il est très difficile de la corriger complètement. C'est pour cela que la vigilance collective est indispensable. Vigilance dans ce que l'on lit, vigilance dans ce que l'on partage, vigilance dans ce que l'on considère comme acquis. Sur Cameroun Web Analyse, l'objectif n'est pas de dire aux gens quoi penser, mais de les aider à mieux comprendre ce qu'ils voient circuler autour d'eux. Parce que comprendre les mécanismes de l'information, c'est déjà une forme de protection contre la désinformation. Avant de terminer, il est important de rappeler une chose. Ce contenu ne vise ni à confirmer, ni à infirmer les propos relayés. Il vise à les analyser, à les contextualiser et à encourager une lecture plus critique. Dans un environnement médiatique aussi rapide et parfois instable, cette démarche est essentielle. Alors, la question finale que chacun peut se poser est la suivante. Est-ce que nous sommes en train de consommer des faits ou simplement des récits qui circulent sans filtre? La réponse à cette question dépend de notre capacité à garder du recul. Si vous avez suivi cette analyse jusqu'au bout, c'est que ce sujet vous interpelle. Abonnez-vous à Cameroun Web Analyse pour continuer à recevoir ce type de décryptage. Activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines publications. Laissez un commentaire pour partager votre point de vue sur ce sujet. Votre avis enrichit le débat. Et surtout, partagez cette vidéo pour encourager une consommation plus critique de l'information. Si ce travail vous a apporté une nouvelle perspective, laissez un like pour soutenir la chaîne.